Bienvenue au Book Beau Club, nouveau rendez-vous pour les amoureuses, amoureux des livres que nous sommes, toutes et tous ici, tous les passionnés d'art et de culture de façon plus générale. On le verra parce que les livres nous ouvrent sur des imaginaires évidemment. C'est dans la maison des esprits libres que nous sommes installés, ce qui implique de très grands d'abord remerciements à Sarah Poniatowski pour avoir créé ce lieu sublime. On inaugure ce format initié par Charlotte Roudot, qui est la directrice de publication et la rédactrice en chef de Beau Magazine. Le Book Beau Club, c'est donc un salon littéraire d'aujourd'hui avec une ou un artiste invité et des booktokeuses, booktokers, instagrammeurs, instagrammeuses, influenceurs en tout cas, des résidents. C'est ça qui est important, qu'on retrouvera pour chaque nouveau Book Beau Club. BBC pour les intimes, ça va aller plus vite. Jeanne, tiens, le Café de Jeanne sur TikTok et le Café des Lettres sur Instagram. Valentine donne ses recommandations en toutes lettres. Le nom de ses comptes sur TikTok et Instagram. Valentine est aussi autrice, Valentine Thédot, qui vient de publier son premier roman Petite fille aux éditions du Rocher. Paulate et ses livres, Paulate in his books, parce qu'il est complètement bilingue, mais il parle souvent en français, la plupart du temps sur TikTok et Instagram de ses lectures. Elle et lui se sont donc répartis, chère Sophie, la lecture des livres que vous avez dévoilés dans la bibliothèque idéale, dans votre bibliothèque idéale, dans les pages de Beau Magazine. Alors, marraine du BBC, Sophie Fontanelle, influenceuse, la plus grande d'entre nous, 400 000 abonnés sur Instagram, un peu vertigineux. Allez, on ouvre. Non ? On dirait un mensonge, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. On vous voit blaguer avec Rihanna, extrêmement jaloux, enfin bon bref, surtout moi peut-être. On va ouvrir ce BBC avec un roman de Jean Giono, Que ma joie demeure, on a besoin. Livre publié en 1935, une histoire qui se déroule comme souvent chez Giono dans les paysages ruraux de Provence. Au centre du récit, ce personnage énigmatique, Bobby, libre, itinérant qui arrive dans la région, Bobby, alors que c'est à la fois la figure de l'artiste, du philosophe, du poète, une sorte de sage simple et bon vivant qui prêche un retour à la nature, à la simplicité, évidemment une arrivée qui va bouleverser la vie des villageois, quête du bonheur, la tension entre la simplicité rustique et puis une civilisation moderne, beaucoup de sujets abordés par Giono, langue lyrique, poétique, on va en parler, qu'il caractérise, une ode à la vie simple, authentique, très actuelle, surtout depuis le Covid, et la conscience qu'on vit dans la 6e extinction de masse. Ça, c'était pour plomber un peu l'ambiance. Alors, on va recommencer avec le regard de Jeanne Fedel, sur ce roman de Jean Giono. Jeanne. Alors, j'avais déjà lu un roman de Jean Giono avant de lire celui-ci pour le Book Club. C'était L'homme qui plantait des arbres. Et du coup, ça a fait complètement ça écho. Résonne. Ah bah, ça résonne complètement. Et j'avoue, j'y pense presque chaque semaine à ce roman-là, L'homme qui plantait des arbres. Et ça m'a complètement émue et touchée d'être encore à la rencontre de Giono à travers son style, cette plume si singulière et justement dans ces paysages-là qui lui sont chers. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Certaines pages sont vraiment exceptionnelles et je pense que c'est un livre qui va rester tout autant que L'homme qui plantait des arbres. Donc je vous remercie beaucoup pour cette suggestion et cette lecture. C'est super touchant, non ? Ouais. Ça, c'est de la transmission. Ouais, c'est super touchant parce que la langue de... Enfin, Giono, c'est plus beaucoup lu maintenant. Et il y a des auteurs qu'on continue à lire vraiment, ou en tout cas, on sait qu'il faut les lire. Giono, ça peut passer sous le radar. Et c'est une langue d'un lyrisme. Hein. On parlait de lyrisme. Moi, c'est ce que je préfère, je pense, dans l'écriture. C'est quand ça emporte le cœur comme ça, que ça donne envie de vivre et on pleure. Et moi, je me souviens d'être, je pense, tombée amoureuse de ce Bobby. Tout simplement parce que je me souviens tout début, parce que si tu vois, au tout début, il dit il n'y a pas de fleurs ici. Et puis, il dit il faut mettre des graines et on va faire pousser des fleurs. Et s'il y avait quelqu'un dans ma vie, c'est ça les romans, s'il y avait quelqu'un dans ma vie qui venait et qui disait mais attends, je vais faire pousser des fleurs, voilà. Moi, je ferais ma vie avec, en fait. Donc c'est ça qui est génial, c'est les livres. On rencontre des gens. Après, ça rend pas facile la rencontre, mais c'est déjà génial de les rencontrer dans les livres, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il arrive comme un sauveur en fait. Et tout au long du livre, c'est aussi ça. Il est très seul aussi, c'est ça qui est bouleversant.
C'est vraiment un peu Clint Eastwood, mais lyrique, et pas meurtrier. Valentine a publié 2 posts sur le livre de Jean Giono sur Insta. Vous aussi, vous avez donc exprimé votre passion pour ce roman. Sur quoi elle repose, cette passion ? Moi, j'avais l'impression qu'en lisant Giono, c'était très poussiéreux, que c'était un vieil écrivain. Honnêtement, quand je l'ai vu dans la sélection, je disais là, oh, et en fait, la surprise, parce que, comme vous le disiez, Sophie, ce lyrisme, cette façon de décrire dans le détail le vent, les pétales d'une fleur, un cerf en train de brouter sur un champ. Enfin, j'ai vraiment été surprise par cette lecture. Et évidemment, c'est la langue que j'ai aimée. Et c'est aussi c'est un peu un idéal. Enfin, Bobby, il arrive et il redonne le goût de vivre, il redonne le goût de faire communauté. Ils font des repas ensemble, ils apprennent à se connaître. Enfin, cette communauté d'agriculteurs qui est si triste au début, elle reprend un peu des couleurs. Et j'aimais cette proposition d'un idéal de vie. Alors après, on ne spoile pas, mais il y a une chute un peu moins idéale, on va dire. Et surtout, ce que je partageais à Sophie tout à l'heure, très rapidement, c'est qu'en découvrant Giono, mon père a vu la vidéo que j'ai postée et m'a envoyé une photo du dernier roman que mon grand-père a lu avant de mourir. Et en fait, c'était La colline de Giono, il était en train de le lire. Et c'est pas du tout, je le raconte pas comme une anecdote triste. Moi, je trouve ça juste très beau de me dire que j'ai rencontré Giono, qui est un auteur qu'en fait, mon grand-père était en train de lire et que malheureusement, il n'a pas fini La colline, mais... Et en fait, en lisant Giono, je me suis dit, je comprends pourquoi mon grand-père, en fait, il devait aimer cet auteur-là. Alors que j'en ai jamais parlé avec lui. Mais il y a eu un truc où je me suis dit, mais ça m'étonne pas qu'il lisait ça. Donc je suis hyper contente d'avoir découvert ce livre aussi. J'évoquais quand même aussi ce contexte 2024, où on lit son livre de 1935, c'est toujours un cliché de dire ça parle d'aujourd'hui, mais c'est quand même le cas. Jeanne ? Ah oui, non, je trouve complètement. Et au contraire... on peut le voir aujourd'hui comme un roman engagé, comme un roman écologiste et qui remet justement au centre la nature, comme tu disais, faire communauté, la simplicité de la vie, où réside le bonheur. Il nous donne un peu des clés aussi. Et ce roman nous fait aussi beaucoup penser. J'ai beaucoup pensé, j'étais très émue. C'était une superbe lecture. Moi, à l'époque où je l'ai lu, j'avais votre âge, et ce qui m'avait frappée, c'était, j'étais en plein dans les trucs de Gandhi, de non-violence, de tout ça, et je me disais, mais c'est fou. En fait, ça m'avait fait prendre conscience que quand quelqu'un est non-violent et milite pour la non-violence, il lui arrive des choses très violentes. Ça se passe pas bien. Et c'est pour ça qu'on était si embêtés quand Donald Trump a eu l'oreille... attaqué, parce que tout d'un coup, ça faisait comme si il faisait partie du club des gens de la bonté attaqués. Mais et ça, j'aimais beaucoup. À l'époque, je me souviens de m'être dit, mais ça colle à mon époque, ça colle à la problématique de quelqu'un qui peut faire le bonheur des autres. Est-ce qu'il peut faire son bonheur à lui, quoi, en fait? Paulette, je ne sais pas si vous avez eu le temps encore de regarder, mais est-ce que ça vous donne envie? Je trouve ça hyper intéressant, la manière dont ils ont perçu chacun de leur côté leur lecture. Parce que certes, il y a une ligne directrice, ils trouvent tous quelque chose en commun qu'ils ont aimé, mais je trouve que chacun a la capacité de percevoir différemment les écrits de cet auteur. Et on sent que dans ses écrits, il transmet beaucoup de choses dans la beauté de ses descriptions, donc ça donne envie. Bon, voilà, une première mission accomplie. Ouais, Sophie. pas mal. C'est bien. Pas mal. Non, mais c'est quand même une question. La bibliothèque idéale, c'est une rubrique régulière de Beau. Quand je te l'ai demandé, comment il surgit celui-là? Il surgit parce que j'ai cherché les livres pour des raisons complètement différentes. On va voir, mais j'ai cherché les livres où à un moment, je me suis dit, il faut que j'écrive en fait. Enfin, j'écrivais déjà, mais il faut, ça va être ma vie complètement. C'est-à-dire que c'est des auteurs, tu verras si tu te mets dedans, c'est des auteurs dont la langue est si belle, et puis l'âme est si belle, qu'on se dit, ben voilà, en tout cas dans son cas, j'ai envie d'écrire, si j'arrive à faire ça. C'est comme quand on lit Aragon, quoi. On se dit, bon voilà, on va... Ça peut décourager aussi, on peut se dire, c'est si beau qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, peut-être, mais tu ne crois pas que quand on est romancier, quand on est écrivain, écrivaine, en fait, ça ne décourage jamais. Celui qui écrit, il se dit « ouais, je peux y aller ». Et parfois, celui qui écrit, il lit un livre en se disant, il s'arrête, il coche, et puis il dit « non, mais en fait, il faut que j'aille écrire. Moi, je peux répondre. » Voilà.
Giono, ça m'a fait ça, je peux répondre. Ouais, une belle façon d'en parler, encore une fois. Alors, on va poursuivre cette sélection avec un autre classique, pas des moindres non plus, Eugène Onegin d'Alexandre Pouchkine, un roman en vers, écrit par le poète russe entre 1823 et 1831. J'ai pris les dates moi-même. 6 chants que vous conseillez, Sophie, dans la traduction d'André Markovitch, ce que je ne peux qu'approuver. Bon, l'histoire veut que Paulate, pour l'instant, l'ait lu c'est bien, on va pouvoir dans comparer. une autre version, disons en prose. Mais alors, là aussi, je fais un bref rappel. L'histoire commence avec donc, cet Eugène Onegin, qui est un jeune aristocrate russe, évidemment cynique, évidemment désabusé. Séduisant. Évidemment séduisant, qui mène une vie mondaine à Saint-Pétersbourg, qui passe son temps à ne rien faire d'autre que faire la fête. Il a bien raison, s'il le peut. La mort de son oncle, il hérite d'une propriété, et décide de s'installer à la campagne, ce qui est évidemment une drôle d'idée, puisqu'il espère y trouver un sens à sa vie, ce qui est encore une plus curieuse idée. Et puis surtout une grande critique sociale de la société russe de l'époque. Paulate, premier regard sur cet Eugène Onegin. Alors, avant toute chose, moi j'ai lu la mauvaise version, donc je l'ai lu en prose et non pas en vers. Et c'est vrai que rien que déjà, j'ai senti quelque chose quand je l'ai lu, que ça faisait un peu... je sais pas comment expliquer ça, mais quand je lisais, j'avais du mal à lire parce que je pense que vraiment ça a été écrit pour être lu en vers. Et le fait de le lire en prose, je me sentais tout le temps coupée dans ma lecture parce que c'était pas aussi fluide que ça devait l'être si ça avait été traduit en vers comme à la version que je devais lire. Mais c'est pas grave, du coup je l'ai tout de même lu. Le cynisme, c'est vraiment le mot pour désigner le personnage, le protagoniste principal du livre. Et vraiment, je trouve que le remords et les regrets, ils ont été super bien abordés dans ce livre. Je ne dirai pas la raison de pourquoi, mais je trouve que vraiment, à travers son personnage, on a vraiment pu comprendre à quel point l'erreur et le fait de rejeter quelqu'un, on peut s'en mordre les doigts des années plus tard parce que il suffit de ne pas être sûr sur ses sentiments ou de ne pas vouloir sur le moment, par exemple, penser au mariage dans le cas de ce livre, et ensuite le regretter pendant toute sa vie. J'ai bien aimé aussi la fin, la manière de montrer que parfois nos choix ont des conséquences et qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut parce que dans ce livre, la plupart du temps, il a tout ce qu'il veut, hein, parce que comme on l'a dit, il est riche, l'aristocratie, ça l'a saoulé, clairement. Il est parti à la campagne, bah, quand ça l'a saoulé, ça aussi, il est reparti. C'est un peu un personnage qui en fait qu'à sa tête. Qui est libre. Ouais, voilà, il est libre. On a cette liberté et cette, un peu ce cynisme, en fait. Ouais. Il s'en fiche un peu de tout, il fait que ce qu'il a envie quand il a envie. Et je pense que c'est ça qui lui a coûté un peu son bonheur et son amour, enfin l'amour de Tatiana. Et oui, j'ai trouvé ça super, super poignant parce que, en fait, j'ai senti vraiment à travers les mots de l'auteur à quel point les regrets ils étaient profonds. Et en fait, c'est comme si j'avais subi un peu le rejet de Tatiana dans la fin. Et aussi le remords du côté de Lenski. Enfin, bon, du coup, j'ai un peu spoilé tout le livre, désolée. Mais quand il va malheureusement tuer son... Pour moi, c'était son meilleur ami à ce moment-là de sa vie. C'est la personne avec qui il était le plus proche. Je trouve que ça montre aussi que parfois la vengeance, parce que si ça en arrivait là, c'était juste une question de vengeance idiote, bah, ça peut mener à des répercussions beaucoup plus graves. Et le protagoniste a grandi, il a pris en maturité, et à la fin, il se rend compte en fait de toutes ces erreurs. Et je trouve que c'est une belle finalité, parce que ça ne se termine pas bien. Et je pense qu'il faut, parce que dans la vraie vie, tout ne se termine pas forcément bien. Et surtout, pour apprendre de ses erreurs, il faut en souffrir. Voilà. Alors Sophie, on va parler de la traduction de Markovitch, peut-être tu nous liras un petit extrait, mais tu l'as découvert toi aussi en prose, ce livre d'abord, ou tu l'as Moi, j'écrivais un livre en poésie qui s'appelait Les Fables de La Fontanelle, c'est-à-dire que je m'étais mise à écrire tous nos déboires sexuels, mais comme des fables de La Fontanelle, quoi. Et donc, mon éditeur m'a dit, parce que j'adore Molière, donc il m'a dit, écoute, t'aimes Molière, t'aimes ça, va lire Eugène Onegin, la traduction de Markovitch. Et j'ai ouvert la traduction de Markovitch et j'ai été avalée par, justement, c'est une langue à la Molière. C'est une façon de dire, il est très drôle. Et c'est ça qui rend, je pense, c'est ça qui t'a bouleversé, c'est que tout est drôle, oui, mais ce qu'il dit est tragique, de ce qui lui arrive. Et on a comparé tout à l'heure, je t'ai coché la page, on a comparé, tu veux bien lire juste le tout début? Voilà. D'accord. On va comparer les traductions, c'est très intéressant sur ce que c'est une traduction. Mon oncle devint un homme des plus sévères principes lorsqu'il tomba sérieusement malade.
il obligea tout le monde à l'estimer, et certes, il ne pouvait faire mieux que son exemple soit une leçon pour les autres. Voilà. Ça, c'est la traduction. Et c'était la traduction, ça a permis à Tout le des monde tas a de gens connu, d'aimer bien sûr. Eugène Onegin, donc il n'y a pas de souci. Mais Markovitz, il arrive, il reprend les vers. Et écoutez, vous allez comprendre pourquoi je suis tombée amoureuse de ça, parce que je tombe tout le temps amoureuse. Mon oncle, un homme de morale, lorsqu'il sentit qu'il trépassait, força l'estime générale et se tailla un franc succès. L'exemple, certes, nous inspire. Mais quel ennui peut être pire que de rester des nuits durant attendre au chevet d'un mourant. Alors, voilà, c'est génial. C'est comme ça pendant les 6 chants, évidemment. C'est tout comme ça. Le livre est entièrement comme ça. Je me souviens que quand moi je l'offre à des gens, et à chaque fois c'est un peu comme des carottes râpées, quoi. Ils font oh zut, c'est ça. Ils sont oh zut. Il y a toujours les vers. Mais en fait, je suis sûre que si je lui ai dit, il faut que tu le lises en vers. Quand on le lit en vers, toi tu l'as lu en vers. Oui, je l'ai lu en vers. Quand on le lit en vers. Quelqu'un qui chante dans la rue. Ouais. Tatiana qui arrive. Un opéra gratuit. Voilà, c'est ça. Quand on le lit en vers, ça serre encore plus le cœur qui rate cette histoire d'amour. Et André Markovitz, le traducteur, quand on lui demande de résumer le livre, il dit « Un homme arrive dans un endroit, une femme tombe amoureuse de lui, il la dédaigne, des années plus tard il la revoit, il réalise qu'il l'aime, c'est trop tard. » On adore ces histoires. On adore. Valentine, alors, cette lecture en vers? Oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que aussi la lecture en vers, et ça rend plus fluide la lecture, c'est des chapitres assez courts. Moi j'ai bien aimé me retrouver dans Tatiana, l'adolescente un peu transie, qui va lire les livres d'Onegin parce qu'en fait en lisant ses livres, elle espère aussi le connaître mieux. Ça, j'ai trouvé ça très romantique, très beau ce détail-là. Moi je sais que quand je vais chez quelqu'un, j'aime bien regarder sa bibliothèque et apprendre à le connaître aussi comme ça. Ça m'a vachement touchée. Et puis, oui, je me suis peut-être un peu reconnue dans cette adolescente voilà, qui peut être qui est très intelligente. Oui, et qui finalement triomphe et en même temps non, parce que tout le monde est malheureux à la fin. Mais j'aime bien ces histoires aussi qui finissent mal, parce que c'est comme au cinéma, il y a un petit truc aussi quand ça finit mal. Voilà, moi C'est plus marquant. J'adore quand ça finit mal, hein, on en a parlé. Et toi aussi? Non, moi j'aurais bien aimé une fin un peu plus... Que dans la fiction. Dans la vraie vie, on préfère que ça finisse bien. C'est plus marquant. Ce qu'on aime, c'est quand peut-être ça peut après se finir bien. Ambiance au tentant d'emporte le vent. Ça reste un peu en l'air, comme ça. Voilà. Jeanne, ça vous donne envie? Ah oui, absolument. J'adore la littérature russe, donc oui, j'ai envie de le lire. Mais je le lirai, c'est sûr. Par Markovitz. Ouais, pas comme moi. Mais comme ça, tu verras la différence entre les deux. C'est effectivement une expérience importante de faire entendre à la suite la prose et le vers. Et nous, on avance toujours déjà. Le 3e livre à l'affiche de ce Book Club. Alors beaucoup moins connu, au moins sous nos latitudes, mais il ne vient pas de très loin, puisque c'est de l'autre côté des Alpes. Il s'agit de Stiller, de Max Frisch. Roman publié en 1954, un écrivain suisse, une œuvre emblématique de la littérature germanophone du XXe siècle, qui traite des thèmes de l'identité, de l'aliénation, de la quête de soi. Encore et encore. Il y a un autre chanteur. Cette fois, c'est Stiller. C'est Stiller. C'est pas la fête de la musique, pourtant. C'est Stiller qui habite Tatiana. Voilà, on est perdu. Et ils vont s'installer en Provence. Est-ce que tu vas raconter le début de Stiller ? C'est un homme qui passe la frontière en Suisse, il est arrêté et on lui dit vous êtes Stiller et vous avez abandonné votre femme, vous avez fait un abandon de domicile conjugal, plus plein de malversations. Et il dit mais il y a une confusion, je ne suis pas Stiller. Le thème de ce livre, c'est ça que j'adore, et surtout à notre époque, puisqu'on parle de notre époque, où on ne peut pas échapper quand on est cancellé et tout ça, c'est que cet homme ne veut pas être l'homme qui a fait tout ce qu'il a fait. Son chien le reconnaît, sa femme le reconnaît, sa maîtresse le reconnaît, tout le monde le reconnaît, et il ne veut pas être cet homme. Et au fait, au fur et à mesure du livre, qui n'est pas un livre facile d'ailleurs, je l'accorde, mais en fait on comprend le droit d'un homme à dire « je ne veux plus être cette personne ». Mais on l'oblige à être cette personne. Le roman se présente principalement sous forme d'un journal écrit par Arnold Ludwig, hein, c'est comme ça qu'il prétend s'appeler, durant son emprisonnement, et dans lequel donc, il revient à la fois sur son passé, sur ses pensées aussi, ses actions, mais toujours en disant « je ne suis pas Stiller ». Alors Valentine, comment est-ce que vous avez perçu ce livre de Max Frisch ? Alors, c'est peut-être le plus laborieux que j'ai eu à lire. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de me retrouver à la place de l'enquêteur qui ne cesse d'essayer de lui faire dire la vérité qui voudrait être la vérité, mais qui n'est pas celle de Stiller.
Et j'ai eu l'impression, à un moment dans ma lecture, d'être cet enquêteur qui est un peu lassé de toujours entendre des histoires impossibles qui se passent partout au Mexique. Mais j'ai quand même poursuivi. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est il y a quand même une fin un peu triste sur l'épouse de Stiller et cette histoire d'amour qui n'a finalement pas été un amour qui les a rendus heureux, parce qu'à travers toute cette question de l'identité, c'est aussi qui on est avec soi-même, mais qui on est avec l'autre. Le fait on évolue. Comment on évolue. En fait, en amour, on est transformé par une histoire d'amour. En même temps, cette femme-là, elle est assez, comment dire, on la prend en peine, en fait, quand on lit ce livre. Et puis finalement, c'est lui qui... Il est assez pathétique, en fait, à la fin, ce Stiller, et en même temps, on est touché, c'est un anti-héros. Et moi, ça m'a fait quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire que j'adhérais pas trop à son envie d'être quelqu'un d'autre. Et puis à la fin, finalement, il m'a touchée dans son côté pathétique, quoi. Il y avait un truc où... et ça m'a fait me penser aussi au fait que quand on écrit, c'est là qu'on peut peut-être... Et quand on lit, c'est là qu'on peut aussi changer d'identité, puisque quand on lit, on peut être n'importe qui. On peut devenir la princesse de Clèves le temps de la lecture, on peut devenir Stiller si on veut le temps de la lecture. Je pense que c'est un truc assez universel d'avoir envie parfois de changer de peau. Et quand on écrit aussi, il y a ce dédoublement-là, parce que je pense qu'il y a toujours de soi et puis il y a d'autres choses. Mais tu sais, Valentine, quand tu parlais d'amour, de l'histoire d'amour, de l'amour qu'on peut avoir pour le personnage, moi, j'ai relu Stiller cet été, et c'est pour ça que je sais qu'il n'est pas si facile, et j'étais un peu déçue. Alors, non, je trouve le bouquin génial, mais... Et je me souviens, il y a un truc, on peut peut-être en profiter pour dire ça, il y a la raison pour laquelle on lit les livres. Moi, j'étais amoureuse d'un homme, et je me souviens, il m'a dit à un déjeuner, tu connais pas Max Frisch ? Et moi, j'ai fait... il m'a attends, mais je t'offre tout, Max Frisch. Et on est allé à la librairie à côté du café. Il m'a acheté Homo Faber, il m'a acheté Stiller. Et c'est toujours des histoires d'identité, de gens. Enfin, c'est toujours un peu cruel comme ça. Et moi, qui suis plutôt Giono, j'ai dévoré les livres en 2 jours. J'étais complètement... Parce que je voulais me relier à cet homme que j'aimais. Et donc, je pense que j'ai lu ce livre avec une très forte envie du garçon qui s'appelait François, en fait. Et je crois que ça nous arrive de temps en temps. En fait... oui, on est biaisé après dans notre... Je me souviens, il y a très longtemps, quand j'étais alors vraiment beaucoup, beaucoup plus jeune, je connaissais un chanteur qui s'appelait Nilda Fernandez, j'adorais, on était amoureux, et il m'avait dit qu'il aimait le journal de Charles Julier. Je me suis acheté ça, moi je suis devenue folle. Comme c'était son idole, je suis devenue amie avec Charles Julier, qui était amie jusqu'à sa mort, j'étais amie avec cet homme. Oui, mais c'est fou. Donc en fait, ça veut dire que l'amour peut nous... C'est magnifique de pouvoir faire ça par amour, par amour, ça nous pousse on en à lit faire. des livres. Et après, on lit pour essayer de se consoler. Et on en écrit. Ouais, on en écrit. Vous avez lu par amour? Je me demande des questions indiscrètes. Jeanne? Je saurais dire non, je pense pas. Paulette, pas Non, encore? non, ça me dit absolument rien. je ne vois pas de quoi vous parlez. Cette réponse est géniale. Ça ne me dit rien. Non, mais sur la question de l'identité, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Stiller, il est sculpteur. Hein, il se fait appeler White, hein, en fait. Il efface tout. Mais quand même, Valentine, lectrice, mais autrice, maintenant aussi. Est-ce qu'on lit différemment quand on a soi-même écrit? Oui, parce que, on va dire que quand j'essayais d'écrire mon manuscrit, j'allais le lire pour chercher des réponses. Donc j'allais lire des livres qui traitaient des thèmes que je voulais traiter pour voir comment ça avait été fait, pour soit m'en inspirer ou justement m'en défaire. Peut-être qu'il y a un côté un peu technique quand on est dans le processus d'écriture. Et après, honnêtement, non. Je pense que je suis toujours la même lectrice passionnée qui va lire de façon gratuite, quoi. C'est-à-dire, peut-être que ça va peut-être générer des idées ou que je vais trouver quelque chose à aller creuser, mais oui et non, en fait. Ça dépend du moment dans lequel on est, je pense. Sophie, pour toi, en dehors des livres lus par amour, est-ce que le fait d'être devenue romancière a changé ta façon de lire? Je suis dans un jury littéraire, je déteste ça. C'est-à-dire qu'en fait, je le fais parce que c'est à Saint-Tropez. mais je n'aime pas ça, ils le savent tous. Hein. Moi, ce que ça a changé, mais j'écris depuis quand même très longtemps, c'est que j'ai du mal à lire des livres qui viennent de sortir. C'est-à-dire que j'ai besoin que le bruit autour d'un livre ait cessé pour pouvoir aller dedans. J'ai besoin d'alterner entre des classiques et des livres qui viennent de sortir. En revanche, j'attrape tout. Tout à l'heure, il m'a parlé d'un livre, j'ai immédiatement noté, je vais lire. J'attrape tout, mais
c'est comme si le bruit qu'on pouvait faire sur mes propres livres, ou pas, parce que parfois il y en a plus ou moins, c'est comme si tout ça brouillait quelque chose et qu'il y avait besoin de beaucoup de calme pour pouvoir aller trouver un livre, que je trouve que c'est quelque chose de très personnel, de très intime, d'aller choisir un livre. J'aime bien les bouquinistes pour ça, c'est que c'est notre petite découverte, voilà. Donc ce que ça a changé mon rapport à l'écriture. Dès que je me suis mise à écrire, j'ai pas pu lire les livres qui sortaient. Alors, comme on a envie de tout attraper, Paulette, tu as conseillé quoi à Sophie comme lecture? On avait parlé de Madeline Miller et après je vais parler de Taylor Jenkins Reid. On en avait parlé il y a 1 an de Daisy Jones and the Six, donc de ce groupe de musique. Je l'ai commandé. Ah, bravo. Chez ton libraire, j'espère. C'est comme si... D'accord, passons. Quand même, avant d'en venir au dernier livre, Jeanne, Paulette, il y a des velléités d'écriture romanesque, poétique, des nouvelles, pour suivre le bon exemple de Valentine? Moi, j'écris de mon côté une romance psychologique à suspense. Mais c'est pour ça que moi, depuis que j'écris, ma vision, elle a quand même changé sur les romans parce que j'analyse beaucoup plus les structures, les mots utilisés, le vocabulaire, la fluidité. Enfin, il y a plein de choses que j'analyse que je n'analysais pas avant parce qu'en tant que lecteur, j'étais consommateur et je ne sentais pas que je pouvais avoir l'esprit autant critique que maintenant que j'écris parce que depuis que j'écris, je remarque certaines choses en lisant, comme par exemple, quand il y a des rimes, je le remarque beaucoup plus facilement qu'avant. Quand une phrase est trop longue, qu'il manque de ponctuation, c'est plein de petits détails où quand je vois que par exemple, sur 2-3 lignes d'affilée, ça commence par je. C'est des petites choses en fait qui font que je remarque et quand je lis maintenant, j'ai quand même beaucoup plus d'attentes qu'avant parce que je me dis ouais ça, on aurait pu le faire différemment. Mais encore une fois, bon, l'écriture c'est de l'art et l'art c'est subjectif donc chacun a sa propre perception. Mais oui, moi je trouve que ça change quand même. Je pense que fondamentalement, il y a quand même quelque chose qui change, même si ça peut être un peu pour certaines personnes et beaucoup pour d'autres, il y a quelque chose qui change. Jeanne? Je dirais juste que je pense qu'on écrit tous, soit dans notre tête, soit sur un papier. Mais je pense qu'on écrit tous, donc c'est marrant. On verra du Jeanne Fidèle sur du papier un jour imprimé avec relié ou... Peut-être. Peut-être, bon. Je sens une volonté de discrétion, donc je ne vais pas abuser. Alors, à propos de discrétion, d'indiscrétion, on va arriver au dernier ouvrage déjà de votre bibliothèque idéale, Sophie. Hollywood, The Oral History, qui n'est pas un titre à double sens, mais peut-être, je me suis dit ça quand même, de Sam Watson et Janine Basinger, un livre dont on va parler ensemble, Sophie, pour une excellente raison, puisque tu me l'as offert. Oui. Hollywood, The Oral History, comme son titre l'indique. Donc voilà, il est là. Un gros pavé. 750 pages, grand format. Très, très original, parce que c'est une exploration alors, de l'histoire d'Hollywood, mais par celles et ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire tous les métiers possibles. On ne risque pas de s'y perdre, parce que le livre est organisé chronologiquement, ce qui est quand même très pratique. Et du coup, on voit vraiment les débuts d'Hollywood. Quand il n'y avait vraiment rien. Le Hollywood Boulevard n'était même pas cimenté. Voilà, c'est une des phrases, un des propos dans le livre. Et puis on voit l'instauration du système des studios, l'âge d'or. Tu l'as découvert comment, ce livre-là? Chez Galignani, une librairie qui a tout un département, parce qu'il est en anglais, anglophone. Et j'ai vu ce livre, Sam Watson, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ce qui m'a plu, c'est que... en fait, par chance, c'est marrant comme on entre dans un livre, par chance, je suis tombée directement, j'aurais pu l'ouvrir au milieu, mais je suis tombée directement au moment où ils expliquent comment le livre a été fait. En 1969, le American Film Institute s'est rendu compte qu'ils avaient vivant, les gens qui avaient créé Hollywood, ils avaient vivant toute la grande époque, James Dean, tout ça, et ils avaient... James Dean, il était déjà mort. Pas lui. Non, mauvais exemple. Et ils avaient aussi toute la relève avec Scorsese, tout ça. Et ils se sont dit, ces gens-là, il faut les auditer. Ils ont audité 7000 personnes à peu près, en leur disant, voilà, raconte-moi, alors les machinistes, les maquilleurs, Et ce que je dois dire, c'est pourquoi ça m'a touchée, c'est que je suis depuis toujours fascinée par qu'est-ce que c'est la mécanique hollywoodienne. Ça m'a fascinée parce que je pense que je fais partie, d'une génération, pour vous c'est tout à fait un autre monde, mais
il y avait des films de Hollywood à la télévision, il y avait des dernières séances, il y avait du cinéma. On était imprégnés de ça, et toute mon image de la féminité, de ce que c'est un héros, après tout, on a tout déconstruit. Mais tout ça, c'était Hollywood. Gary Cooper, John Wayne. Je savais même pas que ces gens existaient en vrai. Ma mère m'avait dit qu'elle avait vu à la Kermesse aux Étoiles, sur l'Esplanade des Invalides, elle avait vu Gary Cooper. Je me disais, elle est mythomane. Parce que je pensais que c'était pas possible. Et puis alors là, tout d'un coup, ces gens, ils ont existé. Et évidemment, et ils racontent comment est-ce que ils avaient un problème avec leurs chaussettes, comment il y a des choses sur les vêtements qui sont fabuleux. Et j'aimais tellement ça que quand j'étais toute jeune, on m'avait offert un livre, c'était Walt Disney qui avait publié ça, qui était derrière l'image d'Hollywood, où on apprenait des choses qui sont dans le livre, mais folles, il n'y en a pas un qui avait sa tête, en fait. On parle de chirurgie esthétique aujourd'hui, mais on leur rallongeait le front, on leur implantait des trucs de sourcils, on leur cassait le nez, on leur rajoutait des dents, on leur en enlevait. Ils étaient... Cary Grant, il avait un gros cou, alors on lui faisait des vestes avec une armature spéciale. Enfin, Bogart était chauve. Oh mon Dieu! Bah oui, moi, quand j'ai découvert ça, oui, c'est une grande qualité. On s'est beaucoup inspiré. Mais c'est fou, tout était faux. Tout était faux. C'est pas seulement qu'ils conduisaient des voitures avec un décor derrière. Tout était faux. Et leur vie était fausse. Oui, parce qu'on voit aussi ce qui est assez passionnant, parce que c'est vraiment sans filtre. Hein. La plupart du temps, les entretiens, ils sont très très cash. On voit quand même ce système des studios qui est un système d'asservissement quand même, des acteurs et surtout évidemment des actrices. Il y a quand même aussi tout ce soft power, cette image de l'Amérique à travers le monde qui passe par Hollywood. C'est quand même aussi très politique, politique, économique et très violent. On parlait de violence tout à l'heure. Les gens pacifiques amènent de la violence, mais alors Hollywood, tout le monde est violent. Hein. Et puis on a beaucoup eu d'histoires d'Hollywood. Il y a Hollywood Babylone, si vous voulez lire. Je te regarde parce que je pense que ça va te passionner. Hollywood Babylone, c'est vraiment, c'est tous les ragots d'Hollywood qui te font Paula, on sait que tu aimes les ragots. Un portrait d'Hollywood absolument dingue. On voit qu'ils couchaient tous les uns avec les autres, ils s'assassinaient. Enfin, il n'y en a pas un pour relever l'autre dans Hollywood Babylone. Parce que on ne parle pas des orientations sexuelles. Et oui, alors en plus, il y avait toutes les choses à cacher, pas cacher, etc. Et là, ce que j'aime, c'est que c'est pas médisant. C'est cash, mais c'est pas médisant. Non. Mais ça dit les choses, Marilyn Monroe. Enfin, moi, je me suis construite, comme beaucoup de gens, une Marilyn Monroe fabuleuse, tellement fine, etc. Et là, on a une réalité de Marilyn Monroe qui fait mal, parce que tout d'un coup, on voit quelqu'un qui est juste pas au niveau, quoi. Alors que, finalement, elle laisse quelque chose de beaucoup plus beau que tout ça, et c'est plus important. Alors, comme tu l'as dit, ce livre est en anglais. S'il y a des éditrices et des éditeurs parmi nous, une traduction française, ce serait quand même assez merveilleux. Alors, avec un index, si possible. Hein. Parce que là, il n'y en a pas dans l'édition américaine. Oui. Mais bon. Il faudrait qu'on s'y retrouve. Mais c'est un beau livre à traduire. Ah oui, c'est un beau livre à traduire. Et alors, c'est une mine d'or absolue. Donc, je te remercie non seulement de me l'avoir offert, mais de le partager avec nous. Non, mais il faut dire que je l'ai offert parce que tu m'as fait à manger. Enfin, c'est Alexandra qui t'a fait Alexandra manger. C'est notre cuisine. Mais en tout cas, la cuisine, c'est de refermer ce premier Book Beau Club avec un grand merci à toi. Merci à Sophie Fontanelle. Merci. Alors, on suit sur TikTok ou sur Instagram, les deux, des fois, le Café de Jeanne, en toutes lettres, Paula Tennis Books. On remercie encore Sarah Poniatowski, on remercie Jean-Luc Colonna-Distria, Marie-Annick Giraud qui nous accompagne sur ce BBC. Il y a Stéphane Prod, grâce à qui on nous voit, on nous entend, ce qui est quand même assez pratique. Et puis évidemment, on n'oublie pas de s'abonner à quoi? À Beau Magazine. Bien sûr, excellent magazine avec un génie de l'editing. Voilà, je veux dire. Merci à toutes et à tous. Et on va pouvoir ouvrir les fenêtres. C'est dans la boîte.